Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode du FD Extra Time, toujours en compagnie de Jordan. Comment vas-tu? Salut tout le monde, très bien, merci. Aujourd'hui, on a une nouvelle fois un invité de qualité, un ancien joueur de l'ASSE, de l'OL, Frédéric Kikion. Comment vas-tu? Ça va les gars? Très bien. Alors de qualité, je sais pas, hein. Mais en tout cas, Si, toujours des invités de qualité. bon, c'est cool. Quand on a participé à beaucoup de matchs de Ligue 1, etc., je pense qu'on est un joueur de qualité, sinon on n'aurait pas eu cette chance-là. C'est vrai que j'ai eu de la chance de pouvoir signer assez tard dans le monde professionnel, mais finalement, après 15-16 ans de carrière, je peux dire que je suis un bon ancien de Ligue 1. C'est vrai, en plus, tu as fait des super clubs et ça, on va y revenir. Mais avant ça, avant de rentrer en détail sur tout, est-ce que tu peux te présenter, par exemple, ton enfance, ton parcours scolaire, etc. Ouais, bon, mon enfance, elle est divisée en plusieurs parties parce que je suis un vrai nomade. Je suis né en Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu après à Cayenne, en Guyane. Ensuite, je suis arrivé à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans à Aubervilliers. Donc j'ai grandi jusqu'à 8 ans dans le 93, entre Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Denis. Ensuite, à l'âge de 8 ans, 8-9 ans, ma mère voulait rentrer aux Antilles et moi j'avais trouvé une stabilité dans un club de foot à Charenton, dans le 94. Et finalement, pendant une dizaine d'années, j'ai vécu dans une famille d'accueil qui m'a super bien accueilli. Et donc j'ai joué à Charenton et vécu à Saint-Maurice dans le 94 jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Ensuite, je suis reparti en Martinique pendant 2 ans et je suis revenu dans le monde professionnel à 20-21 ans pour signer au Nîmes Olympique. Donc voilà, quand je parlais de nomade, c'est vraiment quelqu'un qui voyage beaucoup et qui aime ça. Et est-ce que à Charenton, quand tu signes avec eux, ou plutôt quand tu joues avec eux, Ouais. est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Tu veux devenir footballeur professionnel ou c'est vraiment déjà juste par passion? Alors pas du tout, parce qu'à la base, quand j'étais petit, on a envie de faire comme son père, donc policier au départ. Ensuite, j'ai voulu être pilote d'avion, mais bon, c'était un peu compliqué au niveau des maths et de la physique. Donc ça, on pouvait mettre une croix dessus, pardon. Derrière le football, c'était vraiment une passion au départ. On avait voilà, des qualités peut-être, mais être avec les copains et jouer avec eux, c'était l'idéal. Donc j'avais qu'une envie, c'est l'entraînement et puis ensuite aller marquer des buts dans les matchs le week-end. Mais de là à se dire que je vais faire une carrière, j'étais vraiment très 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 loin de ça. Et tu jouais déjà depuis petit, numéro 9, ou tu as toujours switché Bah, j'ai avec? joué ailier. J'ai joué ailier petit parce qu'on jouait à 3 attaquants, donc il y avait un numéro 9 et moi je jouais plutôt sur le côté parce que j'allais très vite, déjà petit. Donc ouais, je jouais sur un côté, puis après au fur et à mesure on est passé devant. Et du coup, tu as quand même fait une très belle carrière, même si les débuts étaient peut-être un peu compliqués. J'ai cru lire que tu étais refusé à Clairefontaine. Après, tu avais fait un essai au FC Metz et je crois que ça ne s'est pas fait. Finalement, tu vas aller plus tard rejoindre les jeunes du PFC. Comment c'était cette période? Pourquoi tu n'as pas tout de suite été pris ou pas accepté d'aller au FC Metz et finalement ce parcours un peu difficile peut-être au tout début? Ouais, on va dire plutôt atypique. Après, je vais pas dire difficile, parce que comme je t'ai dit, moi, le FC Metz, ils sont arrivés parce que je jouais en équipe du Val-de-Marne, c'est ce qu'il y avait avant. Les interdépartements, et c'était à Clairefontaine. Et Metz est arrivé parce que j'avais marqué pendant ce tournoi à Clairefontaine. Mais aller à Metz, je suis dans une famille d'accueil, mes parents sont à 8000 km. Déception, forcément, mais en se disant aussi qu'ils ont peut-être eu raison, parce que comment laisser un petit de 13 ans qui n'est pas vraiment leur enfant, partir, même si Metz, c'est quoi, 2 heures de train, mais c'est quand même assez compliqué. Et Francis de Tadeo, que je vois encore aujourd'hui et on se rappelle ses souvenirs, me disait qu'à cette époque-là, qu'il allait continuer à me suivre. Mais continuer à suivre, on sait ce que c'est. C'est quand même assez compliqué. Et puis ensuite, l'équipe, en voyant qu'on a pas mal de qualité, et l'équipe qui était plus près de chez moi, c'était le Paris FC. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas aller faire un petit tour là-bas pour voir est-ce qu'on a des qualités ou pas. Mais là aussi, c'était compliqué parce que les moins de 15 nationaux, j'ai pas connu. Les moins de 17 nationaux, j'ai pas connu. Mais malgré tout, on avait quand même une équipe assez bonne. D'ailleurs, il y avait Nico Duchesne qui était dans mon équipe à cette époque-là. Richard Socrier aussi qui a fait
une carrière. Donc, on avait de la qualité, mais pour passer le cap au-dessus, même si j'ai joué à 17 ans, j'ai joué en R1, en senior R1, la nationale, ça paraissait loin. Et d'ailleurs, ils m'ont pas proposé quelque chose. D'où mon départ après en Martinique. Au final, on a plein de gens qui n'ont pas un centre de formation Oui, c'est bien vrai, pour l'instant, précis. c'est ce qui vous réunit un peu tous. Bah, Des ouais. parcours atypiques et inspirants parce que du coup, après le PFC, donc tu repars en Martinique, tu joues au Golden Star de Fort-de-France, donc un club amateur à ce moment-là, je pense. Ouais, Tu bascules aussi entre le foot et un métier classique. tout à fait. Et à ce moment-là, est-ce que toi, tu te dis, OK, le foot professionnel, bon, c'était bien, c'était un doux rêve, mais je laisse Mais tomber je me- entre mais je- guillemets. Mais Ou même parce quand que c'est j'étais vrai, au début, ouais, ouais, tu te disais même pas que tu ouais, allais au faire. PFC, je me disais même pas Donc que toi, j'allais être pro. tu En voulais fait. juste mener ta vie comme ça et le foot, bon, c'est une passion et puis Exactement. voilà. Moi, le foot, pour moi, c'était d'aller jouer au foot avec les copains et le foot professionnel. Et on en parlera sûrement. Tu verras que finalement, c'était pas un truc de fou, en fait. Pour moi, c'était aller être passionné d'un sport à fond. Et quand je suis rentré en Martinique, j'ai été dans ma ville déjà, au Diamant, à la JS Morne-Blanc, parce ils étaient montés en R1. Donc je me disais, voilà, je vais être tranquille, je vais aller travailler à l'hôtel de ma ville tranquillement. Et au moins, j'aurai du temps pour aller m'entraîner et faire mes matchs. On s'entraînait 3 fois par semaine avec le match, donc c'était pas un truc de fou. Et ensuite, la deuxième année, on est descendu parce qu'on n'avait pas l'équipe pour rester en R1. Et je suis parti au Golden Star, effectivement, jouer avec des joueurs qui étaient déjà en sélection de Martinique. Et je me suis dit, bah, je vais aller à Fort-de-France, je vais bosser là-bas, comme ça, je vais être plus près du terrain d'entraînement. Et puis ensuite, voilà, on verra. J'avais des qualités, donc j'étais en sélection. On ne sait jamais. Dans la Caraïbe, il y avait Tobago et Trinidad et Tobago. Donc là-bas, il y avait il y avait un championnat semi-pro. Je me suis dit, bah voilà, on verra. Mais de là à me dire que je vais être pro, c'était pas du tout le truc. Mais vraiment pas du tout. Et malgré tout, eh ben, ça va se passer. Parce que donc, grâce à Jules Eustache, tu vas réussir à signer ton premier contrat professionnel, donc au Nîmes Olympique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe ce transfert, entre guillemets? Tu viens quand même de loin. Comment est-ce que tu as été repéré? Et peut-être tes premiers pas dans ce monde professionnel c'était loin à un moment pour toi. Donc, Bah, très très loin, ouais. donc comment tu te sens au début Bah, alors Jules, tu en fais tes fait, premiers pas? pour tout vous dire, Jules, c'était un joueur qui est passé par l'INF Vichy. L'INF Vichy, ensuite, il a joué à Alès. À Alès, il avait un directeur sportif qui s'appelle Pierre Mosca. Pierre Mosca, qui connaissait bien, et Jules l'appelle, il lui dit, écoute, là en Martinique, il y a un jeune, il a 20 ans, je pense qu'il n'a rien à faire ici, vois-le, toi tu es en Ligue 2, vois-le, on ne sait jamais. Donc je vais faire 2 semaines à Nîmes, ça se passe super bien, ils sont super contents. Malheureusement, à l'époque, il y avait un quota de contrat pro. Donc il me dit, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer, moi je t'aime bien, on va voir en fin de saison s'il y a des joueurs qui partent et tout ça. Mais bon, ça va être quand même compliqué pour que tu puisses revenir parce qu'on a un nombre de quotas de joueurs professionnels, de contrats pro, et toi tu ne peux pas signer stagiaire, et forcément il n'y a que pro à ton âge. Donc j'ai dit, vas-y, bah, de toute façon, pas grave, hein. De toute façon, je rentre et je vais faire mes matchs encore une fois, et il n'y a pas de souci. Et au mois de juin, il m'appelle, il me dit, bon, la loi elle est passée, aujourd'hui on a un nombre infini de contrats pro, donc moi je te fais venir, je te fais signer à la charte 1 an, et à toi de prouver. Donc c'est ce qu'il fait, et c'est comme ça que je suis arrivé finalement dans le monde pro, en étant un joueur amateur, en arrivant dans le monde professionnel à Nîmes, ne sachant que j'ai pas d'agent, et je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Je ne connais pas le monde professionnel. Je n'ai pas fait de centre de formation, personne ne m'a appris et personne ne m'en a dit quoi que ce soit. Même si Jules l'avait déjà côtoyé, mais voilà, j'arrive dans l'inconnu. Est-ce que tu sens quand même que les joueurs avec qui tu as joué, avec qui tu as affronté, est-ce que tu le sens le fait que toi, tu n'avais pas eu un centre de formation? Parce qu'on sait que Michael Sani nous avait expliqué que lui, Giroud lui avait plusieurs fois dit il te manque ça, il te manque ci, parce que tu n'as pas fait ce centre de formation et tu vas l'acquérir plus tard, alors que des joueurs plus jeunes l'ont déjà, cela. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ça aussi? Bien sûr, je l'ai ressenti. Tu le ressens quand la première convocation, en vérité. Tu fais toute la préparation, tu fais des bons matchs amicaux, tu fais bien. Mais la première convocation, quand il y a le vrai match professionnel, on te dit, bah, toi, tu vas jouer en réserve parce que tu n'es pas encore prêt. Alors que pour toi, tu te sens prêt puisque tu as fait toute la préparation, tu as marqué, tu as fait des bons matchs amicaux. Mais finalement,
à un moment donné, et c'est ce que tu ressens un peu plus tard, c'est ce que tu comprends aussi un peu plus tard, c'est qu'il y a une obligation de résultat par rapport au coach. Donc effectivement, tu te dis, est-ce que si le coach t'avait mis au départ, est-ce que l'apprentissage aurait été pareil? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, l'apprentissage, il a été concluante parce que même en rejoignant en réserve, on joue quand même soit contre des réserves pro ou soit contre des seniors finalement. Et donc cet apprentissage, que ce soit à l'entraînement avec des joueurs meilleurs, eh ben, l'expérience, tu commences à l'acquérir et l'apprentissage, tu commences à le faire. Donc les 2 fois, que ce soit à Nîmes et en arrivant à Rennes, ça a été exactement le même parcours. Par contre, le moment où on m'a donné ma chance, j'ai su la saisir. Bah, très vite, tu vas taper du coup dans l'œil de Rennes. Ils vont vouloir te recruter. Ils te recrutent. Première saison, 9 buts en 29 matchs de Ligue 1. Je trouve que c'est quand même pas mal pour une première saison, surtout pour un joueur qui n'a pas connu. Toute compétition confondue alors. Oui, exactement. Moi, j'avais vu Ouais, c'est 9 buts. c'était Ah oui, TC, c'est ouais. ça, exactement. Et ton coach, c'est Christian Gourcuff. Mm. Tu as énormément aidé, je pense. Ouais. C'est un entraîneur qui aide énormément les jeunes, qui fait beaucoup confiance. Ça a été comment, du coup, ton adaptation avec la Ligue 1? Parce que maintenant, c'était un step encore plus haut que Nîmes. Ouais, l'adaptation n'a pas été facile. Comme je t'ai dit au départ, hein, je vais jouer en réserve. Je vais jouer en réserve au départ, même si pareil, les matchs amicaux, j'avais marqué. Ils avaient fini dans une bonne position, donc il y avait l'Intertoto à l'époque. Ils m'avaient fait rentrer, j'avais marqué. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon. Au moins des bancs. Au moins des bancs en Ligue 1, je suis à Rennes, je suis tranquille, j'ai signé 5 ans. Et finalement, quand tu as Lucas Monterrubio, Cyril Chapuis dans l'équipe, bah, c'est compliqué parce qu'il n'y a que 18 joueurs dans le groupe et il y a un attaquant sur le banc, donc il ne va pas en prendre 1000. Et tu te retrouves à aller jouer en réserve. Encore une fois, moi je signe à Rennes avec un agent que je n'ai pas revu depuis ma signature. Il n'y a personne pour m'aider, je suis tout seul. Et je rencontre, je rencontre, pas vraiment, mon père il jouait en fait avec Jean-Claude Darcheville à Cayenne. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à côtoyer Jean-Claude en allant chez lui à Lorient, puisque Rennes-Lorient c'est à côté, et en passant des week-ends un petit peu avec lui. Et un jour, un barbecue, il y a son agent qui est là. Et donc Jean-Claude il lui dit, écoute, voilà, c'est un petit jeune, regarde ce que tu peux faire pour lui, parce qu'il se retrouve à Rennes, il est tout seul. Et au fur et à mesure des discussions, des matchs, etc., il me prend un peu sous son aile. Et on a dégagé l'agent que j'avais et m'a représenté. Et à partir de ce moment-là, ça a été un apprentissage non seulement du football professionnel, un apprentissage du foot aussi au niveau de l'équipe, du collectif, et un apprentissage de tout ce qui peut se faire autour du foot. Parce que moi, je ne le connaissais pas, je vivais ma vie comme je jouais au foot, en fait. Avec que des... comment te dire ça que de la spontanéité, finalement. Puisque même si il y avait de l'apprentissage à l'entraînement, mais derrière, il fallait... moi, je jouais beaucoup avec de l'instinct. D'où les buts que je marquais. C'était beaucoup des buts sans réfléchir, en fait. Et à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux. Christian, mon agent Karim Jaziri, qui connaissait bien Christian puisqu'il avait déjà eu affaire à lui avec Darcheville à Lorient, il a dit, écoute, à un moment donné, le petit, toi, ça va pas du tout avec ton équipe en Ligue 1. Le petit, il marque des buts. Le petit, parce que même si j'avais 21 ans, il m'appelait quand même le petit, vu l'expérience, très peu d'expérience que j'avais. Essaye-le. Et finalement, je suis rentré dans l'équipe à partir du moment où on a joué contre Créteil en Coupe de la Ligue. J'ai mis un doublé en 25 minutes. Et après, il m'a mis dans l'équipe. Et puis, il a vu que finalement, les attaquants aussi, c'était un peu compliqué. Et à partir du moment où j'étais titulaire à Rennes, j'ai joué, j'ai marqué et ça s'est bien passé. Il y a un autre coach qui t'a fait énormément confiance, c'est Vaïd, du coup, deuxième saison. C'est ta meilleure saison en Bretagne, Ouais. 12 buts, toutes compétitions confondues. Lui, t'a aidé en quoi de différent que Gourcuff pouvait te dire à l'entraînement? La confiance d'un attaquant, tout simplement. Il me disait qu'il avait confiance en moi, puisqu'il m'était, malgré, même si je faisais des matchs moins bien, il me mettait quand même. Donc ça, la confiance pour un attaquant, c'est très important, la confiance du coach. Et derrière, il m'a mis dans de bonnes conditions pour que je puisse performer.
au maximum. Et pour aider l'équipe aussi, parce qu'on était très très mal parti, encore une fois. Bah, je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu as un troisième entraîneur pour ta troisième saison, Bologna. Et là, pour le coup, ça s'est moins bien passé, il me semble, entre toi et lui. Et si tu as un petit mot sur ton départ de Bretagne, est-ce que c'est par rapport à lui ou par rapport à tes envies d'ailleurs? Non, c'est plus par rapport. Non, non, mon envie de Bretagne, de départ, c'est plus par rapport à lui, hein, pas par rapport à mes coéquipiers ou au club. C'est juste que je sentais plus plus de confiance en lui. Il me le montrait. Alors, au départ, j'ai joué, effectivement, mais ensuite, moi, j'ai ressenti que on n'avait pas de résultat par rapport à moi, par rapport à mes prestations. Et ça, il me le faisait ressentir en me mettant sur le banc, en me faisant rentrer, en me faisant pas rentrer. Mais malgré tout, qu'est-ce que je pouvais dire alors qu'Alexander Frey, il arrivait et il marquait but sur but. Donc il fallait bien être réaliste et objectif en se disant que voilà, il va falloir bosser et on verra en fin de saison, c'est tout simplement. Et là, en fin de saison, j'ai eu une proposition de Saint-Étienne et je suis parti. Donc voilà, j'étais que prêté au départ. Donc si ça marchait pas à Saint-Étienne, je revenais quand même aussi en Bretagne. Donc voilà, c'était comme ça. C'est dingue quand même que tu arrives à te rendre compte de ton apport pour une équipe et au final, tu prends ce choix-là. Parce que comme tu dis, tu as signé 5 ans, donc tu voyais plus de temps en Bretagne. Et moi, je trouve ça, c'est une force mentale énorme et je trouve que c'est assez intéressant ce que tu dis. Et du coup, il y a ce transfert à la SSE. Comment il s'est un peu passé? Comment ça s'est fait du coup très rapidement ou... Bah, en voyant que je jouais pas trop, mes agents ils travaillaient quand même sur des clubs. On a vu que la SSE était quand même bien placée. Enfin, ils avaient vu, parce que moi ils m'en parlaient pas, mais ils avaient vu que le club était quand même bien placé pour monter. À partir du moment où il y a eu la montée, avec ce but de Bridonneau, il y a eu une discussion entre mes agents et moi. Il y a eu un match aussi que j'ai été voir à Geoffroy Guichard, un peu dans l'incognito, voir l'atmosphère, le club, les supporters, comment ça se passait. Et ça m'a plu tout de suite. Et il savait que Eli Bob allait arriver au club. Donc discussion avec Eli Bob, discussion avec Romeyer aussi à l'époque, les présidents. Et on a conclu très rapidement en se disant que Saint-Étienne, c'était quand même une place forte dans le football français et qu'il fallait se maintenir l'année prochaine et que tu étais un renfort assez important avec tes 3 saisons en Ligue 1. Donc oui, c'était sympa. C'était un renfort important, du coup, comme tu le dis, parce que ta première saison, là, tu vas réaliser ta meilleure saison statistique, 16 buts, toutes compétitions confondues, et vous allez terminer 6e. Donc, c'était une très belle équipe à ce moment-là de Saint-Étienne. Est-ce que tu te rappelles un peu qu'est-ce qui fait que cette équipe était si forte et que toi, justement, tu as réussi à performer à ce haut niveau, peut-être le meilleur de ta carrière, finalement? En tout cas, les stats disent ça. Ouais. Je ne sais pas comment toi, tu Non, l'as mais vu à ce moment-là. je la sens super bien. C'est vrai que cette saison, même si les débuts ont été difficiles, hein, de se faire accepter par les supporters, parce que déjà, je crois qu'on perd le premier match à domicile. Après, ensuite, on va à Ajaccio, on fait un partout. On est un peu la tête de Turc parce qu'on a pris la place d'un joueur qui était très apprécié des supporters. Et j'avais pas encore marqué, donc c'était un peu compliqué. On avait aussi une très belle équipe. Zokora, Fenduno, Ilunga, Diawara, Papus, Camara, Jérémy Janot et j'en passe, Julien Sablé. On avait quand même une équipe assez performante et très joueuse. Et aussi beaucoup de camaraderie. Parce que cette année, là, on voit Strasbourg. Mais nous, à l'époque, c'était un peu ça. Ça dansait, c'était du chambrage. Et franchement, c'était... Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux pour montrer tout ça. Donc, c'est clair qu'on aurait pu voir, mais on avait vraiment une équipe soudée. Vraiment un truc. Et à partir du moment où on a commencé à gagner à Geoffroy Guichard, c'était compliqué pour les équipes adverses. D'ailleurs, on a battu beaucoup d'équipes cette année-là qui sont venues chez nous, même si à l'extérieur c'était un peu plus compliqué. Mais à domicile, on était vraiment intraitable. Il y avait déjà cette ambiance très forte à Geoffroy Guichard. Ouais. C'est quelque chose qu'on souligne beaucoup avec le club de Saint-Étienne. Ah, clairement. Déjà, c'était l'année de la remontée, l'année où les résultats ils étaient quand même assez performants. Et surtout, il y avait des buts, il y avait du spectacle à Geoffroy Guichard. Donc, c'était vraiment une belle année. On finit 6e. Et ça, on s'en rappellera, ouais, ça c'est sûr. Tu vas donc faire 2 autres saisons avec Saint-Étienne, avant un départ qui va être mouvementé, on va y revenir. Mais juste avant, comment tu juges du coup tout ce passage à Saint-Étienne? Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que, même si après on sait que tu vas rejoindre Lyon, pour toi, est-ce que c'était peut-être la meilleure période de ta carrière?
Est-ce que non, du coup, vu que le départ est compliqué, comment tu... Non, pour moi, je l'ai toujours dit, je pense que c'était les meilleurs moments de ma carrière. Mais à un moment donné, je suis à ma quatrième, trois, cinquième saison dans le monde professionnel. Et je me dis que je suis béni parce que jamais j'aurais cru vivre des moments aussi extraordinaires. J'ai gagné à Saint-Étienne deux trophées de meilleur joueur de Ligue 1, donc 2 trophées individuels. Mais c'est le collectif qui m'a permis d'avoir ces trophées. Et je me dis, une deuxième saison hyper mitigée. On avait une équipe, pratiquement la même équipe, mais on n'a pas réussi à confirmer ce qu'on a fait la première saison. Et là, pareil, il y a eu des bons drôles sur moi. J'ai eu aussi pas mal de... Je crois que c'est là que je me suis tapé avec un supporter. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que cette saison-là, elle ne s'est pas très très bien passée. Et moi, à la fin de cette saison, j'avais dit au club, si c'est moi qui gêne, laissez-moi partir, comme ça, au moins. Et ça, peut-être que je l'ai dit sur un coup de tête, parce qu'à un moment donné, voilà, il y a des choses qui se passent et qui sont pas pardonnables. Mais finalement, bon, en discutant avec mes agents, en discutant aussi avec le club, à la fin, on s'est dit, bon, allez, on va repartir sur une page blanche, une page neuve. Et la troisième saison, finalement, c'était une saison de consécration. Même si j'ai fait que 6 mois, mais c'était une saison où en accueillant Ilan, disant, voilà, vous avez joué tous les deux, devant, on a eu Ivan Asek, super coach. Et ça s'est, pareil, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé sur les 6 premiers mois. Et en apprenant un peu plus tard, mes agents, ils avaient dit au club, attention, il lui reste pas beaucoup de temps de contrat. Écoutez, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose parce que on connaît les salaires des autres. Il est en train de faire du bon travail. Faites attention. Il peut y avoir des choses qui peuvent arriver. Bah, ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont voulu attendre. Ils m'ont traité comme ce que j'ai dit. Et voilà. Donc, à un moment donné, départ à Monaco. Comment tu peux en arriver à un point où le départ est quand même, Non, parce il y que a quand c'est même une histoire un peu... C'est compliqué, quoi. Avec les très dirigeants, compliqué. avec les supporters. Comment juste tu peux passer de faire des très bonnes saisons, notamment au début avec Saint-Etienne, à un point presque de non-retour, où du coup tu as cette déclaration à un moment. Comment tu en arrives à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe avec les dirigeants pour que vraiment là, ça vrille, quoi? Parce qu'à un moment donné, moi, je vais te poser une question. C'est très simple. Je vais vous la poser à tous les deux. Quand il y a un joueur qui performe dans une équipe, quelles sont les 2 solutions s'il lui reste pas beaucoup de temps de contrat? Prolonge. Normalement, on prolonge en revalorisation salariale ou alors on le vend pour faire de l'argent, mais On ça, c'est le point discute. de vue. Mais au Ouais, moins, il y a une discussion. au moins, Au mais moins. c'est le minimum. Voilà. Donc, toutes les discussions que j'ai eues, c'est tais-toi, il n'y aura rien du tout. Et si tu n'es pas content, tu vas jouer en réserve. Ils sont perdants au final. Après, je ne sais pas s'ils sont perdants, parce que je crois qu'il y avait une bonne. Il y avait une option d'achat qui était quand même assez importante. Mais oui, au final, finalement, je suis parti. Et ce qui était, et ce que je pouvais comprendre avec les supporters, c'est qu'on était à ce moment-là 3e du championnat. Est-ce que si j'étais resté, on aurait encore plus performé? Est-ce qu'il y aurait eu la Ligue des Champions ou pas la Ligue des Champions ou l'Europe, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, si j'ai sorti cette déclaration, c'est ce que j'ai ressenti moi. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais personne ne veut le comprendre. Enfin, certains l'ont compris et pas d'autres. Mais dans quelques temps, je pense qu'il y a quelque chose qui sortira par rapport à tout ça. Et peut-être qu'à un moment donné, les gens se rendront compte que, et ils s'en sont rendus compte, parce que finalement, les 2 présidents, et surtout M. Romeyer, qui a été un acteur principal de ce départ, même s'il ne s'en rend pas compte, et même s'il a fait la déclaration, ouais, il ne partira pas, c'est irrévocable, etc., etc. Mais finalement, le dernier jour, je suis parti, même si c'était à la dernière seconde. C'était compliqué. C'était très compliqué. Au final, c'est un mal pour un bien. Tu vas à la SM et tu connais ta première sélection, ta seule et unique, mais c'est quand même une belle sélection contre l'Autriche au Stade de France. Tu as joué 20 minutes, mais je pense que c'est une sensation quand on débute, quand on veut être footballeur et représenter son pays, c'est une sensation qu'on n'arrive pas trop à décrire.
Comment ça s'est passé, du coup, le fait que tu aies appris que tu es sélectionné? Mhm. Généralement, il y a toujours une petite anecdote, soit on est en famille, soit Ah, pas du tout. Alors pas là, du mon tout. Ouais. gars, mais pas du tout. Il n'y avait pas de famille, j'étais tout seul. J'ai juste mon agent qui m'a appelé, qui m'a dit, regarde Infosport et tu verras. Je crois que c'était celui de 13h, Infosport de 13h. Il m'a dit, ah, vas-y, mets la télé, tu vas voir. Et lui, bon, il le savait, mais il n'y a pas eu d'anecdote. Et j'ai toujours dit que c'est grâce à ma demi-saison à Saint-Étienne que j'ai pu aller en équipe de France. Parce que juste avant de partir justement à Monaco, j'ai eu une distinction individuelle. Et ensuite à Monaco, j'arrive, je marque et ça se passe super bien. Et donc en mars, je me retrouve, il y a deux blessés, je crois que c'est Titi et David qui sont blessés, il me semble à l'époque, ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Mais je me retrouve avec Benzema, je me retrouve avec Nasri, Wiltord, Anelka, Djibril Cissé. Mais moi, l'équipe de France, c'était impossible dans les années 2000. Vous imaginez le nombre de joueurs qu'il y avait C'est de l'après 98-2000, du coup, c'est compliqué. 98-2000, et si tu te dis, Darcheville, il n'a pas été en équipe de France. Il y a plein de joueurs qui n'avaient pas été en équipe de France à cette époque-là, alors qu'ils étaient dans des gros clubs bien avant moi. Et pourquoi moi quoi tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, voilà, après un entraînement le mardi, ouais, je crois que c'était le mardi à cette époque-là, ou le jeudi, non, jeudi. Et tu te retrouves à être appelé en équipe de France. Et le samedi, on joue contre Nantes. Et je me rappelle de ça parce que quand je serre la main de Fabien Barthez, il me dit félicitations. Bien joué, félicitations et prends du plaisir. Donc voilà, et c'est des anecdotes assez sympas avec une sélection en équipe de France, même si j'étais appelé plusieurs fois, mais voilà, c'était top. Est-ce que tu es plutôt d'un côté déçu de n'être plus pris en sélection, ou bien c'est vraiment une fierté de juste déjà d'avoir porté le maillot des Bleus? Bon, il y a toujours un petit peu de déception, on attend, parce qu'il y avait l'Euro après en 2008. Ouais. Donc, malgré tout, si j'avais fait une meilleure saison 2007-2008, peut-être que j'aurais été appelé parce que c'est comme ça. Mais pour être objectif, ma saison 2007-2008, elle n'est pas extraordinaire. J'ai marqué des buts, j'ai été important aussi pour l'équipe, pour le maintien, etc. Mais c'était pas. Il y avait des joueurs qui ont été meilleurs que moi, dont Baffé sur cette saison, avec Saint-Étienne qui a tout explosé. Et ça, il faut être objectif pour se dire que c'est déjà bien, j'ai porté le maillot bleu, mais quand même, il y a des joueurs qui sont meilleurs que moi et qui ont été meilleurs que moi sur la saison. Donc, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais surtout, il faut se dire, c'est d'où tu viens. Tu as commencé très très tard et te retrouver là. 6 ans après. Au final, si tu nous citais tous ces attaquants, même Baffé, si toi, tu as été pris, c'est plutôt ton profil qui a plu à l'entraîneur, au sélectionneur. Tu as quand même joué 20 minutes au final. Ouais. C'était comment, du coup, ton entrée pour ce match quand tu es rentré en jeu? Je remplace Diaby. Je remplace Diaby et il faisait pas froid, mais j'avais des gants. Et j'ai complètement oublié de les enlever tellement j'étais pressé de rentrer. Et ça, c'était un moment assez inoubliable aussi. Je chantais la Marseillaise avec les copains. Derrière, tu rentres un petit peu. Et en plus, j'avais failli marquer sur un corner de Maloud. Mais voilà, c'était un moment spécial, un moment où, quand tu touches le ballon, presque tu trembles. Parce que tu es au Stade de France, parce que tu es devant ta famille, parce que tu es à 80 000 personnes qui te regardent, plus ceux qui sont à la télé. Donc voilà, c'est un moment inoubliable. Donc j'ai tout gardé, hein, que ce soit les équipements, les maillots, j'ai tout chez moi. Tu n'as jamais été lavé le maillot? Non, il est toujours là, jamais été lavé. Et voilà quoi. Donc, mais voilà, c'est une grande fierté parce que comme tu l'as dit, 7 ans après, je me retrouve à jouer en équipe de France. J'ai quand même joué à Saint-Étienne. J'ai quand même été après à l'ASM qui 2 ans avant avait fait une finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est des moments mais jamais de la vie, quand j'étais en Martinique, j'aurais pensé. La fierté va encore continuer, tu venais d'en parler. Donc, après tes quelques saisons avec Monaco, tu vas rejoindre l'OL qui, cette fois-ci, finalise le transfert. Donc, un gros club à ce moment-là, je crois qu'ils sortent de 7 ans, les 7 titres d'affilée. Comment se fait ce transfert? Et au niveau de l'accueil avec les supporters, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Comme quelques années auparavant, tu étais de Saint-Étienne. Est-ce qu'au début, ça a été un peu compliqué ou finalement, ils ont fait la paix avec toi? Très dur. Comment ça s'est passé? On est en préparation. Et il y a mon agent qui m'appelle, qui me dit, écoute, il y a Lyon qui te veut, on va essayer de tout faire pour te faire signer à Lyon.
Mais bon, c'est pas facile parce que Monaco aussi a besoin de toi. Mais voilà, il y a Claude Puel qui insiste. Parce qu'il faut se souvenir, en fait, un petit peu auparavant, quand j'ai joué à Saint-Étienne, je leur avais fait très très mal. Avec Saint-Étienne contre Lille. Et je pense que c'est depuis ce moment-là que Claude il s'est dit, bon, lui, il a quand même des qualités. Pour moi, dans mon système avec une pointe, c'est quand même pas mal, même si j'ai Karim Benzema, mais dans la rotation, ou même dans cette association, on peut, surtout que Karim, je le connais, moi, je le connaissais depuis plusieurs années, on était très très proches. Et on s'est dit, peut-être que, voilà, en plus l'agent, on avait le même agent, donc on s'est dit vraiment ça tombait bien. Et donc finalement, le transfert arrive. On fait un match amical contre Lyon, Monaco-Lyon. Et là, le président de Monaco et le coach, Ricardo, à l'époque, il me dit « Tu ne joueras pas aujourd'hui parce qu'on a accepté l'offre de Lyon. » Et donc, on finit le match à Aix-les-Bains. Hop, je pars directement à Lyon pour faire ma visite médicale et ma signature le lendemain, tranquillement, avec l'Olympique Lyonnais. Mais le départ, c'était compliqué, c'était très dur parce que les supporters lyonnais, ils ont pas vraiment accepté ma venue dans le club. Et les premiers mois ont été compliqués. Ça s'est matérialisé comment? Il y avait des sifflets peut-être Non, juste pas tu vraiment sentais des sifflets, mais ça tu sentais que tu n'étais pas peut-être très bien encouragé Ouais, c'était un petit peu ça. Et malgré le fait que j'avais envie de montrer que dans n'importe quel club en fait que je voulais aller, je mouillais le maillot tout simplement. Et que pour moi c'était un métier, cette rivalité, je peux la comprendre, je peux la comprendre. Mais après sur le terrain, il n'y avait pas que moi qui avait fait Saint-Étienne ou Lyon-Saint-Étienne. Donc il va falloir me faire accepter. En me faisant accepter, c'est de faire de bons matchs et de marquer des buts tout simplement. Chose que j'ai pas su faire sur la saison parce que j'ai marqué très peu. Mais en tout cas, ça a été une superbe expérience. Ça a été une année très enrichissante parce que j'ai joué avec des super joueurs et je pense que j'ai même progressé sur le plan mental et émotionnel. Et puis après, je me suis dit bon, allez, j'ai fait le tour du championnat de France. Ciao. Avant de dire ciao, quand même, moi j'avais une question. Quand tu rentres dans le vestiaire lyonnais, tu vois un vestiaire autour de toi, tu as Juninho, Benzema, Chris, je crois qu'il y avait encore Lloris à l'époque. Lloris, Cassapa, Ils sont pas Fred. à ce moment-là, Benzema et Lloris ne sont pas devenus encore les noms qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans un vestiaire comme ça? En plus, 7 fois champion de France, est-ce que tu te sens un peu intimidé ou est-ce que quelqu'un est venu t'aider pour t'inclure ou est-ce que même aux entraînements, je pense que tu es là, tu vois des joueurs, tu vois peut-être Juninho qui tape des coups francs. Piges. Non, mais j'avais 28 piges. C'est clair que ces joueurs-là, ils m'ont bien accueilli. Sidney, en fait, j'en connaissais beaucoup. Même si je jouais à Saint-Étienne, je connaissais énormément de joueurs de Lyon parce qu'on se côtoyait et parce que c'était Sylvain Wiltord, Sidney Govou, Karim. Je connaissais pas mal de joueurs aussi qui m'ont accepté dans le vestiaire. Après, les Juni et tout ça, c'était au fur et à mesure. Quand j'ai discuté avec Johnny, quand il était directeur sportif lyonnais, il me disait même si tu n'as pas joué beaucoup, mais tu nous as beaucoup aidés parce que tu avais quand même une certaine qualité. Aux entraînements, il fallait quand même monter le curseur pour qu'on puisse être dans l'équipe. Et c'est ça, en fait, la force d'une grande équipe. C'est qu'à un moment donné, même si on sait qu'il y a un 11 de départ, ceux qui sont sur le côté, il faut montrer aussi des qualités pour que derrière, l'équipe puisse rester dans la performance. Et moi, à l'époque, je ne l'avais pas bien compris comme ça, mais en me remémorant les entraînements et puis en discutant un petit peu à droite à gauche avec les anciens, plus Bruno Genesio qui était à l'époque entraîneur adjoint, je me dis, ah ouais, quand même. Je suis quand même tombé dans une équipe qui était une grosse équipe. C'était costaud. Moi, voilà, j'ai pas fait de sorte de formation. J'ai quand même joué dans le meilleur club français à l'époque. Donc voilà, c'est quand même une fierté, même si ça a duré qu'1 an, mais c'est quand même une grosse fierté. Et du coup, tu es envoyé en première ligue à Portsmouth pour ta deuxième Claude, il m'a mis saison. un coup de pied. Il m'a dit, vas-y, c'est bon, toi, ça fait 1 an, ça suffit. Pars. Et c'était quand même une saison assez délicate. Collectivement, je parle, vous êtes descendu en Championship. Ouais. Individuellement, je trouve que ça va. Est-ce que tu as remarqué des différences entre le football britannique et le football français, aussi ton acclimatation au championnat anglais, quoi? Parce que c'est quand même, généralement, c'est un peu le rêve des
des footballeurs. Je ne sais pas si c'est le tien. Non, ça a été le mien à partir du moment où j'avais fait le tour du championnat de France, en fait. Je me suis dit, est-ce que, après Lyon, et on s'est toujours dit ça avec les agents, c'est que quand on arrive dans un top club, on sait qu'on peut partir après en première ligue ou dans n'importe quel club un peu plus facilement, entre guillemets. Et je suis arrivé en première ligue, c'était du kick and rush. J'ai eu Paul Hart qui était l'entraîneur de Portsmouth. Déjà, la visite médicale, ça a duré 15 minutes. Pas très poussé. Ensuite, signature. Et ensuite, dans le grand bain assez rapidement. Mais c'est vrai que l'adaptation était compliquée. L'intensité des matchs, les entraînements, le fait de prouver aussi que je viens d'un grand club de France et qu'il faut prouver tout de suite. J'ai eu de la chance de marquer en match amical, mais les 3-4 premiers matchs de championnat, c'était compliqué. Donc je me retrouve un peu sur le côté. Je me retrouve un peu à regarder les autres, Aruna Dindan, John Utaka, qui jouaient eux devant, Nyanko Kanu. Et moi, à quel moment je vais jouer, quoi? Et finalement, j'ai continué à bosser, à travailler, à revoir les entraînements, à mettre beaucoup plus d'intensité aussi. Et derrière, une super saison, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié, parce que derrière, c'est des buts importants, c'est des buts contre Liverpool, c'est des buts contre Tottenham aussi en demi-finale de Cup. On fait une finale de Cup cette année, et cette année-là encore une fois. Et donc c'était avec Avram Grant qui arrivait ensuite en cours d'année, et qui m'a recruté derrière à West Ham. Donc c'était une année de transition, de prêt avec Lyon, mais une bonne année. Tu commençais à parler justement de ce parcours en Cup où j'ai noté que tu avais marqué un doublé en quart de finale contre Birmingham, tu as marqué un but donc contre Tottenham en demi-finale et donc vous arrivez en finale à Wembley contre Chelsea. Vous perdez 1-0. Est-ce que tu as des souvenirs de ce match? Jouer à Wembley quand même pour toi, comme tu dis depuis avant, tu reviens de loin, tu ne pensais pas être en équipe de France ni dans cet Olympique Lyonnais. Là, tu te trouves à Wembley. Il y avait quoi, 60 000 ou 80 000 personnes dans le 100 stade? 000. 100 000, bon bah, 100 000 allez, Wembley. je te donne 100 000 en plus. Est-ce que tu as des souvenirs de ce match? Est-ce que tu étais même un peu déçu finalement? Raconte-nous un peu ce match où finalement Bien sûr qu'on est déçu, on est déçu. Vous perdez contre Chelsea, mais vous dites quand même on a fait tout ce parcours, on est en finale. Ouais, mais quand même, frustrant. pourquoi? Je vais t'expliquer. Déjà la veille du match, je m'embrouille. Je m'embrouille avec un coéquipier parce que justement, je voulais tellement jouer à cette finale qu'il me met un sale coup à l'entraînement et derrière, ça a failli partir en bagarre. C'était Benaïm, Tal Benaïm. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Demain, il y a un match. Et tout ça en français, hein, parce que l'anglais encore, je ne parlais pas encore bien anglais, mais tu vois, l'esprit Kaira, il est sorti, tu vois, direct. Qu'est-ce que tu fais là? Et bon, après, on s'est séparés avec les potes et tout. Mais finalement, voilà, l'entrée à Chelsea, Drogba, je connais, Malouda, je connais, Anelka, je connais. Relou, c'était voilà, l'équipe de relou, très belle équipe de Chelsea. Et on a un penalty. Vers la 80e et Kevin il s'élance et Pet, d'ailleurs il y avait Petr Cech dans les buts que je connaissais aussi. Rennes, et ouais. Petr il arrête. Je dis punaise, c'est pas possible, on a vraiment pas de chance. Et derrière, t'as coup franc et c'est Didier qui prend le coup franc et qui le met. 1-0, on perd. Voilà, on est dit, vas-y. Vous étiez peut-être à un penalty de faire un exploit On était à un penalty de faire un incroyable. exploit de dingue et de gagner une cup. Mais la cup, c'est un moment historique dans un club de foot. On l'a vu avec Newcastle, là. Du coup, Parce que là, ils ont gagné ils ont gagné la League Cup. Mais la Cup anglaise, mais c'est un truc de malade. On avait 50 000 Portsmouth, 50 000 Chelsea. C'est exceptionnel. C'est une ambiance magnifique, magique. C'est peut-être Non, je sais pas, vu que tu perds le match, mais est-ce que à ce moment-là, c'est peut-être l'un des plus beaux souvenirs de ta carrière? Quand même, il y a c'est cette l'un des. ambiance, Ouais, clairement, Ouais. clairement, j'en parle tout le temps de ça. Plus J'en que parle. l'équipe de France. J'en parle tout le temps. Non, c'est un degré moindre. Mais le fait d'avoir joué le match, d'être titulaire dans ce match, c'est pas pareil, tu vois. Là, l'équipe de France, c'est la fierté, c'est l'équipe nationale. Mais là, partir jouer une finale de Cup, tous les joueurs qui l'ont remporté et qui ont joué ce genre de finale, ils vont le dire. C'est des moments magiques, ça.
Donc après Portsmouth, tu restes encore un peu en Angleterre, tu vas à West Ham. Ouais. Et du coup, comme tu as dit avant, je pense qu'à ce moment-là, toi, tu es plutôt bien acclimaté peut-être au championnat anglais. Tu ne veux pas retourner en France, tu as fait le tour. Comment se passe un peu ce passage à West Ham où tu apprécies jouer encore là-haut et Ouais. l'Angleterre? En fait, c'est Avram qui a tout fait, en tout cas, pour que je le rejoigne à West Ham. Et la saison, elle se passe pas bien, puisqu'on descend en Championship. Mais en tout cas, ce passage en Première Ligue, il est quand même assez exceptionnel. J'ai adoré jouer en Première Ligue, j'ai adoré jouer contre les équipes. Tu joues contre des grandes équipes. Ouais, Manchester à l'époque, Manchester City, même si c'est pas le City d'aujourd'hui, mais il y avait les Yaya Touré déjà dans cette équipe de City. Quand tu vas jouer à Arsenal, quand tu vas jouer à Chelsea, voilà, c'était quand même des Liverpool à l'époque. Donc tu joues quand même des grands joueurs que toi tu voyais à la télé, tu disais ah ouais, moi j'aimerais bien jouer contre eux et tout machin. Et puis finalement ouais, ça c'est il y a eu deux saisons ou une saison et demie allez à West Ham où ça s'est plutôt pas mal passé. Ensuite le coach il se fait virer, Samuel Allardyce il arrive, c'est du kick and rush, voilà, c'est pas du tout le foot qu'on aime. Et ça se passe pas mortellement bien avec lui. Donc après, là-bas en Angleterre, on a le droit de se faire prêter vite fait. Donc on passe 2 mois à Doncaster pour aller aider l'équipe, mais bon, bref, c'était bidon. Et ensuite, je reviens à West Ham sur la fin et au playoff, en fait, avec les playoffs, on remonte en Première Ligue. Mais bon, là, ils me font comprendre que laisse tomber, on compte plus sur toi. Moi, j'ai mes joueurs de Première Ligue, Samuel Allardyce, je vais aller chercher mes joueurs de Première Ligue. Et là, j'ai vécu ce qu'a connu aussi les Maloud et Anelka quand ils se retrouvent à jouer, à s'entraîner avec les moins de 18 de leur équipe pendant 6 mois. Donc je me retrouve à la rentrée, en revenant des vacances, à jouer en réserve, quand l'entraîneur il avait bien envie de me faire jouer, et à m'entraîner avec l'académie. J'avais plus le droit de venir au centre d'entraînement des pros. Et donc je me retrouve avec les jeunes, tranquillement. Donc voilà, je me préparais, je me dis... ah. Et chaque fois, ils essayaient de trouver quand même la petite bête pour m'enlever des pounds. Voilà. Là, les amendes, elles tombaient alors que je faisais rien du tout, j'arrivais à l'heure, mais il fallait trouver toujours une petite amende pour me montrer, et ouais, il faut que tu dégages. Et finalement, je résilie et je pars à Portland. Et moi, j'ai une petite question. Du coup, on va clôturer ce petit passage en Angleterre. Bon, ça, c'est plutôt une question. Je ne sais pas comment expliquer cette question-là, mais moi, étant italien, je sais que tu as côtoyé Alessandro Diamanti. Ouais, pied gauche. Et du coup, moi, je suis un fan de la Juve. Je regarde le foot italien depuis tout petit avec mon père, etc. Ma famille, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais il est annoncé comme un crack. C'est-à-dire que quand il était à Palermo, c'était un crack absolu. Après, il a même joué en sélection. Toi, tu l'as côtoyé à l'entraînement, tu l'as côtoyé en match. Il était comment? Là, au vu de ta réaction, c'était un crack. Ouais, non, mais c'est un super joueur. C'est un super joueur. Mais est-ce que ces joueurs-là, encore une fois, avec le recul, étaient faits pour la Première Ligue? Je pense pas. J'en suis pas sûr. Parce qu'il est techniquement, c'était très fort. Après, il était un peu petit. L'intensité des matchs, c'était un peu plus compliqué pour lui, tu vois. Mais c'est un méchant joueur. Moi, j'adorais à l'entraînement. Tu voyais qu'il avait la classe, ce joueur. Tu vois, tu viens de m'en rappeler. Et franchement, je me dis que c'était un super joueur, un super milieu offensif. Tu as appris un peu de l'italien ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non. Tu es resté sur un anglais un peu... Un anglais Kaira, t'as vu? Un anglais Yes, sans action. Ah, d'accord. Sans action, sans accent. Il y a le départ Et en donc, MLS. ouais, il y a ce départ en MLS, donc peut-être grâce au conseil de Michael Sylvestre. Donc, comme tu l'as dit, tu pars à Portland. La question un peu bateau, pourquoi tu vas là-haut? C'est un peu le rêve américain, le cadre de vie peut-être ou... Oh, c'est l'aventure. T'as vu, c'est Nouvelle-Calédonie, Cayenne, Paris, Ouais, tu 93, voulais voyager, 94, Tu voulais voyager. Londres. Tu vois, en fait, c'était un truc où je voulais. Après, en Angleterre, il n'y avait plus rien. J'avais pas de proposition. Et là, Mika, T'avais il d'autres m'appelle. propositions à part la MLS qui te... Ou là, tu C'est t'es pas dit, c'est non. pas dans mes souvenirs, tu vois. Mika, il m'appelle, il me dit, ça te dit de venir en MLS, il y a l'attaquant, il s'est blessé. Le coach qui me fait confiance et le GM aussi, il me dit je cherche un attaquant. Moi, j'étais très bien en contact avec Mika. Et il me dit vas-y, viens faire un essai.
Donc je pars, je demande au club, bien sûr, à West Ham, est-ce que c'est possible d'aller faire un essai? Ils vont pas me dire non. Ils voulaient que je dégage. Donc, Une amende en plus. c'était rapide. Donc je vais faire mon essai. Ça a duré 2 jours. Je vais faire mon essai, je fais le match. Le lendemain, je repars, imagine, 13 heures d'avion, 9 heures de décalage. Donc je suis fatigué malgré tout. Le coach, il a bien kiffé. Et je repars à West Ham pour leur dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il me donne mes 6 mois, qui me restaient. Je résilie et je pars là-bas. Malheureusement pour Mika, quelques temps après, lui, il se blesse, il se fait les croisés. Donc j'ai même pas eu le temps de jouer énormément avec lui. Mais ça a été un moment super, un moment super. Je voulais connaître un petit peu. Moi, le nomade, c'était top. C'était top, les States. Au niveau du niveau de jeu, c'était comment? Niveau de jeu, c'était une bonne Ligue 2. Ok. Quand moi j'y étais. Maintenant, ça performe de plus en plus. On avait quand même des super joueurs sud-américains, quand même. Il y avait des joueurs assez importants. Mais voilà, c'était. Après, c'était encore une fois, c'était sur la stat. Encore une fois, il fallait être performant. Ils sont beaucoup dans la performance, beaucoup plus pointus. Ok. Et encore plus maintenant, mais déjà à l'époque, c'était vraiment les stats et la data qui était prédominante. Et ça, c'était. Moi, je suis sur l'expérience, moi. Donc, j'avais pas de. Ouais, il fallait faire 18 ou 19 km dans le match. Non. Moi, je savais me placer, je savais où est-ce qu'il fallait recevoir le ballon. C'est le plus important en soi. Et pour moi, c'était le plus important. Donc, on avait quand même pas mal de friction avec le coach, surtout que j'avais déjà 32, 33 ans. J'allais pas faire la même chose qu'un jeune de 19, 20 ans. C'était impossible. Et donc voilà, c'était un peu de... Malgré tout, il me fait revenir. Donc en fin de saison, il me dit « Ouais, c'est bon, t'inquiète, l'année prochaine, t'es là. » Ok. Donc je fais tout venir, tac, je change, je m'achète une voiture. Parce que la première année, il me l'avait prêté. Donc je m'achète une voiture, je me consacre un petit peu au club. Je me dis « Bon, c'est bon, ça y est, le rêve américain, peut-être rester 2-3 ans, la carte verte et tout. » 3 mois après, voilà, il fait les Américains. « Ouais, non, c'est pas bon, faut que tu partes. » Comment ça, il faut que je parte? Bah ouais, ça y est, on a recruté quelqu'un, ça y est, ciao. J'arrive au mois de mars, avril, le recrutement il a été déjà fait dans tous les autres clubs. Bah, je me retrouve sans rien. Donc on résilie là-bas et je me retrouve à revenir en France au mois d'avril, sans club, sans rien. Et voilà quoi, donc j'atterris à Paris, tranquillement, après tout ça. Et tu as donc Créteil. Et après, tu continues à voyager. Tu pars en Inde. Là, tu pars en Quand même, Inde. il fallait bien terminer quand Il même. fallait bien faire le Tour du globe. Donc, Et encore, j'ai pas été au Japon et tout ça. Donc, tu rejoins donc le Mumbai City, ouais. où tu rejoins, je crois, Nicolas Anelka. Nico, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce transfert qui est un peu surprenant, un peu, je vais pas dire insolite quand même, mais jouer en Inde, c'est assez rare quand même. C'était la mode à ce moment-là, avec Del Piro, etc. L'année d'avant, ça c'était l'année d'avant. En fait, ils avaient fait un espèce de tournoi. En fait, c'est un tournoi, c'était même pas un championnat, c'était un espèce de tournoi avec des playoffs et une équipe qui gagne à la fin. Mais pour promouvoir ce championnat indien, ils avaient fait venir que des anciennes gloires qui mettaient dans une équipe. Et effectivement, il y avait Del Piro, il y avait Pires, tu as eu Nico, tu as eu Malouda qui était parti, Mika Sylvestre, tu as eu pas mal de joueurs qui étaient comme ça dans des grosses équipes. Et Materazzi qui était aussi coach, je crois. Ouais, c'est ça. Ils étaient soit coach ou soit entraîneur-joueur. Et à la fin de l'année de Créteil, je pars en vacances à Dubaï. Et je vois Nico. Je lui dis, moi, je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine et tout. Il me dit, attends, tu sais quoi? Là, je suis en discussion avec Mumbai. Si je suis coach, entraîneur-joueur, je te prends. Et comme d'habitude, Nico, qui tient toujours ses paroles, dès qu'il a signé, il m'appelle. Il me dit, tiens, voilà, c'est bon, j'ai signé. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, j'arrive. Tu m'as dit quelque chose, il n'y a pas de problème. Et voilà comment ça s'est fait, ce transfert. Donc, je suis parti. On a fait toute la préparation à Dubaï d'avant-saison. Après, je suis parti là-bas pendant 4 mois et je suis rentré au mois de décembre. Ça t'a plu, cette expérience en Inde? C'est un peu différent, c'est différent. C'était très, très, très différent. La vie là-bas, c'était bizarre puisque tu vivais à l'hôtel. Tu ne pouvais pas sortir. Tu n'avais pas de maison ou d'appartement en te disant ouais, je vais prendre une voiture et
et je vais conduire, et je vais à l'entraînement, je rentre chez moi, je vais faire les courses, etc. Ça n'existait pas. Donc on était 4 mois à l'hôtel. On avait un super hôtel d'ailleurs. Donc c'est soit tu étais très riche ou soit tu étais très pauvre, tu vois. Et ça s'est non, ça s'est bien passé. Après, je n'ai pas marqué plein de buts, mais j'avais déjà 36-37 ans. C'était juste pour une expérience de vie, c'est Nico, incroyable. une petite expérience tranquille. Et donc toi qui l'as vécu de l'intérieur, question, l'Inde c'est quand même un grand pays en termes de, il y a beaucoup d'habitants, etc. Ouais. Pourtant, c'est pas un acteur majeur du football, vraiment pas du tout. Non, Là, je me suis posé la question. Je crois que je connais même pas un joueur indien, ou alors que quand même. Moi, j'en ai retenu un, Kinshuk. Voilà, donc Ah ouais, lui, c'était. on connaît pas. Il n'y a pas de participation dans les coupes du monde, etc. Est-ce que tu sais pourquoi le football ne se développe pas comme il pourrait là-haut, les questions d'infrastructure ou de culture, peut-être juste pour eux, Non, le je foot, pense que c'est plus. Alors, il y a énormément d'habitants, effectivement. Après, il faut des infrastructures, il faut de la compétence aussi, il faut des centres de formation, il y a Parce que des académies. ils ont peut-être essayé, du coup, vu qu'il y avait quand même beaucoup de noms, Del Piero, etc., ça va faire un petit rayonnement au Ouais, foot mais indien, mais ça ça n'a pas duré du tout. Ça a duré 3 ans, je crois. Ouais. Comme Ça a la duré Chine, 3 au ans. final. Ouais, tu vois, mais après, le championnat chinois, il continue quand même. Ouais, Mais pas comme ce qu'ils avaient prévu. Mais malgré tout, quand les Chinois ils avaient fait ce truc-là, il y a quand même beaucoup de formateurs étrangers qui sont partis en Chine pour aider à développer le football. Scolari, par exemple. Et malgré tout, la Chine, ils ont fait des Coupes du Monde, ils ont essayé quand même de se qualifier. Maintenant, l'Inde, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. On a essayé de promouvoir le foot, mais derrière, ça n'a pas continué. Ouais. Il y a une personne que je connais qui a continué à faire un championnat indien, c'est Bernard Mendy. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais comment tu as fait pour rester 8 mois en Inde? Après, on mange bien là-bas en vrai. Quoi? L'Indien, ça va. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Moi, je suis pas fan non plus. Il mange bien. T'aimes bien épicé alors, hein? Ça Ouh, veut dire. va. Et du coup, après ça, tu prends ta retraite et tu as une suite de carrière assez intéressante. Tu es consultant, j'ai noté, Mhm. entraîneur des attaquants à Créteil, adjoint de réserve PFC, même il y a une petite pige à Everton. Ouais, Des petits diplômes d'entraîneur aussi, il me semble. ouais. Et tu vois quoi pour la suite de ta carrière? Tu es encore très jeune au final. Est-ce que tu veux devenir entraîneur, dirigeant, directeur sportif? Alors, j'ai commencé effectivement, je finis ma carrière et encore, je finis ma carrière parce que j'ai fait un essai à Dubaï, mais personne ne le sait. Juste après l'Inde, j'ai fait un essai à Dubaï, dans un club de Ligue 2 à Dubaï. Il y avait Issam Djema. Ok. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Je reviens à Créteil en leur demandant, écoutez, voilà, moi je ne sais pas quoi faire. Laurent Rousset, je le connaissais depuis Saint-Étienne. J'ai dit à Laurent, écoute, vas-y, laisse-moi voir si ce truc d'entraîneur, ça me plaît. Et il me dit, bah viens, toi, tu vas t'occuper de la partie offensive. Donc sur les entraînements où moi, je vais faire la partie tactique, toi, tu vas te faire la partie offensive. Et je continue à m'entraîner avec eux de temps en temps, quand il manquait un joueur ou quoi. Et en même temps, je faisais cette partie offensive avec des spécifiques attaquants, avec l'US Créteil. Ça m'a bien plu. Et après, Laurent Rousset, il part. Et le club, il ne me garde pas. Donc, je connaissais Pierre Drey aussi, qui était au PFC. Et je dis à Pierre, voilà, Pierrot, écoute, moi, il faut que je passe mes diplômes. Est-ce que je peux le faire avec le Paris FC, avec les jeunes? Il m'a dit, OK, va avec les moins de 17. Il y a Mathieu Lacan, tu vas avec les moins de 17 nationaux. Et tu passes tes diplômes en même temps. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à les faire. J'ai passé mon BEF comme ça. Ensuite, la deuxième année, il fallait une équipe un peu meilleure. Donc je vois Julien Autrebon, on discute entre nous, qui était l'entraîneur de la réserve, et je lui dis, voilà, moi, il faut que je passe mes diplômes. Je ne suis pas venu pour prendre ta place, mais voilà, je suis encore dans l'apprentissage. Toi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi. Donc il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure que j'ai passé donc, mon deuxième diplôme, mon DES. Et après, il fallait choisir un petit peu entre le formateur, donc on restait avec les jeunes, ou alors aller avec les pros. Et là, il fallait que je prenne le temps quand même. Malheureusement, Pierre, il est parti. Il n'est pas resté au PFC. Donc là, c'était un peu moins... C'était un peu plus tendu. Donc je ne reste pas.
J'attends quelques temps et l'année où je me dis, bon, je vais passer mon diplôme d'entraîneur de spécifique attaquant à Clairefontaine avec Lionel Roxel. Et c'est là que moi j'habite à côté de Fleury, donc je me dis, je connais un peu voilà, les dirigeants à Fleury. Je dis, voilà, est-ce que c'est possible d'être. Pour le diplôme, il me faut une équipe. Donc je passe avec les 18 terrains, ça se passe super bien, je suis super content. Et donc je passe ce diplôme d'entraîneur des attaquants. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment ça? Aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Ou être plutôt dans la partie dirigeant et être coordinateur sportif. Et donc là, je suis en train de me tâter à passer mes diplômes de management, soit avec l'UEFA ou soit avec le CDES de Limoges. Donc voilà, je suis un peu dans l'expectative, en étant consultant, en restant un petit peu dans le monde du football, en restant consultant. Donc, mais en tout cas, consultant, c'est très très bien, parce que ça m'a permis de rester dans le monde du foot, de côtoyer aussi les présidents, les directeurs sportifs, et les coachs aussi, des anciens potes, soit contre lesquels j'ai joué, ou soit avec lesquels j'ai joué. Donc ça, c'est plutôt important, d'acquérir aussi de l'expérience par rapport à ça. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de rentrer dans un club. Le spécifique attaquant, c'est un métier, c'est un rôle d'adjoint en plus. Et c'est un rôle que j'espère en tout cas qui va donner, que vont donner un peu plus de crédibilité au club. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas énormément des entraîneurs, des attaquants, dans les clubs, en tout cas en France. En Angleterre, il y en a un petit peu plus. On sait qu'il y a des entraîneurs d'attaquants et des entraîneurs de touche même, de coups de pied arrêtés. Ici, c'est un peu plus compliqué. Parce que ça veut dire un budget en plus et ça veut dire aujourd'hui, quand on a des entraîneurs d'attaquants qui ont joué, qui sont internationaux, il y a un certain niveau de salaire. Et donc, c'est plus compliqué de donner ce salaire à ces personnes-là. Donc, on peut comprendre, mais en même temps, on voit qu'ils en ont besoin, hein, finalement. Et dans certains clubs, ils en ont besoin. En tout cas, on te souhaite la meilleure fin de carrière possible. On est revenu en grande partie sur ta carrière de joueur, mais on a oublié quelques moments un peu volontairement. Ah bon? Parce qu'on a fait exprès. On va pour lancer une nouvelle rubrique, donc on va y revenir sous forme de jeu. Vas-y. Si vous êtes d'accord, Mathéo, je vais lancer pour la première fois le jingle de la nouvelle rubrique qui s'appelle Cartes sur table. Donc, Frédéric, je vais t'expliquer. Donc, devant toi, tu as 4 cartes qui sont face cachée. Ouais. Le but, c'est que tu les retournes une par une dans l'ordre que tu veux. D'accord. Ça va représenter un moment de ta carrière en images, du coup, que tu pourras peut-être nous expliquer, sur lesquels on n'a volontairement pas encore revenu. Donc, tu pourras nous expliquer un peu en détail. Tu as des anecdotes, si on a des questions pour venir dessus. Je te laisse commencer. Je fais la première. N'importe laquelle. C'est toi qui inaugure ça. Tu peux juste nous la décrire donc, au départ. On la mettra au montage. Tu la mettras au montage, je la montre à la caméra, celle-là. Alors, cette anecdote, c'est qu'à Portsmouth maintenant, à Portland, à chaque but, on avait des rondins de bois. Okay. Et pourquoi j'en ai 4 là? C'est parce qu'en une mi-temps, j'ai réussi à mettre un quadruplé en coupe, dans un match de coupe. Et ça fait bizarre, hein, parce qu'on voit mon pote là qui m'aide à soulever les 4 rondins. Et j'avais pas de cheminée, donc je les ai laissés toute la saison à côté de mon casier. Mais ouais, c'était un super moment. En fait, tu remportais un rondin de bois quand tu marquais un but? Ok. Ouais. Un rondin de bois. D'ailleurs, il y a mon pote à côté qui en a un, donc ça veut dire qu'il avait marqué. Mais ouais, à chaque but. Et quand il y avait un clean sheet, c'était le gardien qui avait le rondin. Donc, super sympa. Voilà, c'était super cool. Il y a peut-être des joueurs de Portland qui ont une collection de rondins de bois. Mais de fou, laisse tomber. Pourquoi pas? J'espère qu'ils avaient une cheminée, hein, parce que aussi, comme ça, au moins, ça permettait de s'en servir, quoi, parce que sinon. Moi, j'en avais pas. Non, c'était cool, ouais. Ah, c'est une bonne. Bravo. Premier souvenir. Premier souvenir. Bon, on fait la diagonale. Le but face à la Fiorentina. C'est quand même un grand moment aussi de ta carrière. Ouais, bah, cette année-là, tu vois, paradoxalement, avec Lyon, j'ai marqué dans toutes les compétitions. En championnat, en Champions League, en coupe. Et je ne sais plus s'il y avait la Coupe de la Ligue ou quoi, mais en tout cas, j'ai marqué dans toutes les compétitions avec Lyon. Je n'avais pas marqué beaucoup de buts. Mais là, on s'était dit avec Karim, l'anecdote, c'était que Karim m'a dit « T'inquiète, demain, je te fais marquer ».
Et voilà, donc un but génial, un but en Champions League, mon seul. Et c'est un but qui va rester gravé. Le maillot, je l'ai encore, donc voilà. Des émotions quand même, il y a la musique et tout. Là aussi, quand tu dis ton Énorme. parcours, tu reviens tellement loin. Ligue des Champions quand même, face aux plus grands, Ouais, incroyable. incroyable. J'ai joué contre Barcelone, contre la Fiorentina. Voilà, c'était des moments spéciaux, des moments magiques, des moments où jamais je l'aurais cru, quoi. Donc c'est pour ça que quelquefois, quand on est joueur et quand on a besoin et quand on veut quelque chose, et qu'on derrière dans la presse on dit ouais mais c'est un caca nerveux ou c'est non, c'est pas un caca nerveux, c'est que quelquefois quand vous connaissez pas la vie de chacun, eh ben voilà, c'est mais bon, ça c'est des super souvenirs. Bravo. Bravo, bravo. Quoi, tu l'as eu où cette photo là? Le CAP Charenton. Ça, c'est tes premiers pas de footballeur. Exactement. Là, c'est Gérard Andréani, mon premier coach, avec Claude Landry, qui était dessus. Et lui, c'est Richard Socrier, mon pote d'enfance, qui a été pro aussi. C'est beau. Et bah, tu vois, toute cette brochette, on se voit encore. Oh, c'est beau ça. Toute cette brochette, on se revoit encore, on se côtoie encore. Et il y a 3-4 ans, j'avais fait un match à Charenton. Parce que, où j'avais invité pas mal de potes, des pros, et j'avais invité toute ma génération aussi de Charenton. Et on a joué contre ces équipes-là. Et ça, c'est des moments, ça c'est des vrais moments. Voilà, des moments de plaisir, des moments d'émotion, des moments où on calcule rien du tout. On voit les shorts, laisse tomber, les maillots ils sont 1000 fois trop grands pour nous. Mais voilà, il n'y avait pas de style, il n'y avait pas de... Là, mais jamais de là, je crois. Là, j'ai l'impression que voilà, Sébastien Cron, qui a une coupe, on dirait qu'on avait gagné on a gagné une coupe là, à ce moment-là. Non, c'est des moments magiques, ça. Magnifique. Des grands, grands moments. Bravo. La dernière. Et la dernière. Ah, la sélection. Ah, ça c'était contre le Canada, je crois. On a plusieurs questions sur ça. Ouais, C'est sélection de bizarre que Martinique. tu aies pu jouer la Gold Cup, du coup, avec la Martinique. Et en plus de ça, tu as joué avec l'équipe de France. Et généralement, on n'a pas le droit de jouer avec deux sélections. Est-ce que tu sais pourquoi toi, tu as Bah, je pu... t'explique la règle en fait, c'est que moi j'ai joué en équipe de France, mais c'était un match amical. Il en faut deux, il me semble, Non, c'est juste qu'il ne faut pas que ça soit un match officiel. officiel, Ok. comme Malouda l'a fait, et qu'on a vu qu'il y a eu des problèmes avec Malouda quand il a joué la Gold Cup avec la Guyane. Ils ont porté des réserves et finalement, ils ont trouvé, comme par hasard, une règle pour dire que Malouda ne pouvait pas jouer. Alors qu'en Gloma, il avait joué avec les Guada Boys il y a quelques temps avant, ils avaient même été en demi-finale contre le Mexique. Mais il fallait trouver un truc pour dire que Malouda ne pouvait pas jouer avec la Guyane. Mais donc voilà, donc moi j'ai pu jouer effectivement avec la sélection de Martinique. Ben là, c'est quand j'étais à Portland, parce que il n'y avait pas de souci particulier. C'est très compliqué pour les joueurs des Antilles de pouvoir rejoindre la sélection, même s'ils ont fait des efforts, parce que maintenant les matchs ils sont pendant les trêves internationales. Avant, c'était pas le cas. Et là, vu que la Martinique et la Guyane et la Guadeloupe font partie entière de la CONCACAF, aujourd'hui, on a des matchs de Nation League, comme un peu ce qui se passe en Europe, avec des montées et des descentes. Et quand tu es en Nation League A, eh ben, tu as des facilités à pouvoir aller en Gold Cup. Malheureusement, cette année, on est éliminé. Il y a la Guadeloupe qui va y participer. Mais voilà, ça reste des moments, des bons petits moments, ça. Une grande fierté, ça aussi. Ouais, une grande sympa, fierté. ouais. Moi, j'ai joué, quand j'étais retourné en Martinique, quand j'avais 18 ans, je jouais en sélection. Et 15 ans après, voilà, resélection, manager après général de la Martinique en tant que dirigeant. Je les ai accompagnés aussi sur une Gold Cup. Donc ouais, c'est la Martinique, en fait, les Antilles, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté parce que j'essaye de redonner un petit peu ce que les Antilles ils ont pu nous offrir. Il y a des grands joueurs des Antilles qui sont passés par le championnat de France, par l'équipe de France. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir faire des événements là-bas, redonner un petit peu, faire venir des gloires aussi du championnat de France. Il y a 2 ans, j'ai pu, avec mon association, la United Sport Club, j'ai pu faire venir
Mamadou Niang, j'ai pu faire venir le père de Mbappé l'année dernière en Guadeloupe. J'ai pu faire venir, comment il s'appelle, Blaise Matuidi. J'ai pu faire venir des internationales françaises aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'inclusion. Donc voilà, ça fait 4 ans qu'on accompagne des joueurs en leur offrant des jeunes, même pas des joueurs, mais des jeunes, en leur offrant des kits sportifs, des kits scolaires, voilà, redonner un petit peu et leur donner la chance de pouvoir rêver et rêver plus grand pour que, pourquoi pas, plus tard, on ait encore plus d'Antillais, même si c'est à 8000 km, mais il ne faut pas les oublier. C'est beau. C'est beau. Très beau. On envoie le dernier jeu. Allez, c'est parti. Du coup, le FD 11 de légende. Voilà les gars, on se retrouve avec un nouveau jeu que vous n'avez jamais vu, peut-être sur d'autres interviews, mais en tout cas en France, il me semble que personne ne l'a fait. Du coup, on t'a créé, pour ce qui est pour nous, le meilleur 11 de ta carrière. D'accord. On t'a mis 2 cartes vierges avec qui tu pourras interchanger les joueurs. Si ça se trouve, les choix qu'on a mis ne sont pas bons. Toi, du coup, tu vas piocher la carte que tu veux, tu prends une par une celle que tu veux, et tu dis ce que tu penses du joueur, si tu as une anecdote avec lui, ou peut-être rien, en vrai, si des fois tu n'as pas trop partagé quelque chose avec eux, tu peux le dire. Mais nous, c'était juste pour revenir sur les joueurs avec qui tu as joué, pour ne pas poser la question bateau. Pour toi, c'était qui est ton meilleur coéquipier, etc. Je te laisse inaugurer ça avec le joueur que tu veux. Moi, j'ai commencé avec Karim. Parce que de toute façon, Karim, je le connais depuis 2004. Karim. Benzema, du coup. Benzema. On a eu le même agent pendant des années. Karim, je l'ai vu grandir. Karim, je l'ai vu devenu père. Je l'ai vu performer. Je l'ai vu au Real. Je l'ai vu devenir champion d'Europe. Je l'ai vu devenir Ballon d'Or, meilleur joueur du monde. Mérité. À cette époque-là, mérité. Et donc Karim, ça a été le meilleur joueur avec lequel j'ai pu évoluer, on va dire, m'entraîner, parce qu'on n'a pas vraiment joué ensemble, mais en tout cas, on s'est entraîné beaucoup de fois ensemble, et par rapport à son palmarès, il me semble normal qu'il soit dans le 11 de légende, dans mon 11 de légende en tout cas. En plus, il marque lors de ta sélection. C'est lui qui donne la victoire face à l'Autriche. Exactement, le 1-0. Et mon derby aussi. Le seul derby que j'ai remporté à Saint-Étienne. Alors, derrière. Est-ce qu'il y a déjà du beau monde? Est-ce que tu vois déjà du beau monde? Non, mais il y a du beau monde. Il y a des gens sérieux là-dedans. Là. Il y a des gens très sérieux. Là, tu as Mimika Sylvestre. Mais du coup, Sylvestre. C'est ça, mais tu nous expliques qu'il s'est blessé. Du coup, j'ai pas trop joué avec lui. Hein. Je l'ai plutôt vu faire du yoga que de jouer avec lui, même si c'est un immense joueur. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on se côtoie avec Mika. Mais Mika, malheureusement, j'ai pas trop joué avec lui. Ça, tu nous l'as. Donc, on va peut-être interchanger avec un joueur avec lequel j'ai plutôt beaucoup plus joué. Mais Mika, ça reste une légende de Manchester United, une légende d'Arsenal et un très très grand joueur, très très grand joueur. Chris. Lui, je pense que tu as joué avec. Non, mais avec Chris, il n'y a pas de problème. On s'est beaucoup frité à l'entraînement. C'était très très dur. Un joueur très rugueux, et a une grosse personnalité, un bon capitaine. Et Chris, c'est quelqu'un avec qui on a encore de très très bonnes relations. On était sur Amazon ensemble et qui est en train de faire une bonne carrière aussi d'entraîneur. Donc c'était une bonne paire. Chris Cassapa, c'était une paire contre laquelle j'ai pu me confronter et avec laquelle j'ai pu jouer. Donc c'était vraiment très très bien. Très très bien. Juni. L'un aussi des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai pu évoluer. Très très fort. Merci les coups de pied arrêtés pour débloquer des situations. Juni capitaine. Juni très très bon sur le terrain aussi, qui montrait la voie. Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé jouer avec Juni. Et c'est un joueur, que je disais tout à l'heure, c'est lui qui me disait que heureusement qu'on était là pour élever le niveau aussi à l'entraînement.
Bon, Yaya Touré, je ne veux même pas en parler. Yaya, il a fait une saison à Monaco, j'ai eu de la chance de jouer avec lui. La demi-saison que j'ai faite avec lui, ça a été, c'est même pas la peine. C'est le joueur devant la défense qui maîtrisait tout, en fait. C'est le box-to-box à l'état pur. Après, il l'a montré à Barcelone, il l'a montré à City. Super joueur, magnifique. Gros joueur, Yaya Touré. Et peut-être un bon entraîneur aussi, parce que je crois qu'il est entraîneur, il est adjoint ou il les cherche. En tout cas, il essaye de faire une grosse carrière d'entraîneur. Ensuite, vous avez mis Fabio Grosso. Bon, j'ai joué une saison avec Fabio, juste après sa Coupe du Monde d'ailleurs, qui lui permet d'être champion du monde. Donc son but en finale, il se faisait pas mal siffler par les supporters français. Mais après, une patte gauche extraordinaire. Fabio Grosso, très bon. Mais j'aurais mis quelqu'un d'autre quand même à sa place, avec lequel j'ai pu évoluer beaucoup plus longtemps et qui est encore mon ami aujourd'hui, mais qui avait une grosse personnalité et un gros joueur. Tu peux utiliser ta carte bonus, tes 2 cartes bonus. Ouais, mais j'en ai trop en fait des cartes bonus là. Il m'en a mis 2, mais. Si on t'avait mis 11, tu aurais peut-être changé le 11. Bah de fou, parce qu'il y a des joueurs, que tu as oubliés. Hein. Mais si un jour tu as la chance de devenir coach, il faut faire des choix pour le 11. C'est ce qu'on a essayé de faire. Bah ouais, vous avez fait des choix. Ouais, ça c'est bien, c'est pas mal. Mais est-ce que je peux les dire les noms ou pas? C'était 2 cartes bonus, c'est-à-dire que 2 cartes bonus, mais là, il y en a pas assez. Ah, mais il faut que tu fasses des choix, réfléchir qui tu veux mettre dans ce 11. Par exemple, si tu veux enlever Grosso. Non, je vais le laisser Grosso parce qu'il y a des joueurs importants aussi. Après, tu peux toujours citer les autres. Ils n'auront peut-être pas leur place dans le 11, mais remplaçant, on va dire. Bah là, à gauche, Erita Ilunga, c'est mon gars. Erita, c'est le joueur avec lequel j'ai pu évoluer le plus. Là, vous avez mis Loïc Perrin, figure emblématique de la SSE. Pas de problème. Mais déjà, quand moi j'arrive à la SS, il joue au milieu de terrain. Ok. Là, à droite, j'ai évolué et j'ai joué avec Anthony Réveillère. 2 fois. Je voulais le mettre. On hésitait avec Jordan. Anthony à Rennes et Anthony mais on s'est dit, sinon on va mettre que des joueurs des Lyonnais. Ouais, on s'est dit, viens, on met une petite légende de la SSE peut-être. Ouais, je suis d'accord. Mais à la SSE, si tu voulais mettre une légende, avec lequel j'ai joué et évolué, c'est Pascal Findouno. Et je le vois pas là. Donc tu peux utiliser ta carte bonus. Donc j'utiliserai moi ma carte bonus, en mettant déjà là Pascal Findouno, ça c'est sûr, à la place d'un des mecs de devant. Ça c'est clair. Bon ça, on n'a pas besoin d'en parler. Petricic, il est arrivé, il a fait 2 ans avec nous. Et t'as pris une cup. Il m'a pris une cup, mais surtout, il a été très fort à Rennes. C'est l'un des artisans aussi du maintien, parce qu'on voyait tout de suite qu'il avait des qualités. Et donc, lui aussi, il a été un des artisans du maintien avec Vaïd. Et je me rappelle du jour où il nous a annoncé qu'il allait à Chelsea. On était tous partis boire un verre et manger. Et on lui a dit, tiens, t'as signé à Chelsea, c'est pour toi l'addition. Voilà, c'est très bien comme ça. Mireille Pjanic, très fort. Mireille, il arrive très jeune à Lyon, de Metz, très fort, très fort. Coup de pied arrêté. Et d'ailleurs, on pensait même qu'il allait devenir le prochain Juni, parce qu'il est sur les coups de pied arrêtés aussi. Il avait cette faculté à bien frapper le ballon, très bon. Mais c'était quand même des coups francs un peu différents que Juni. Juni, il y avait un peu plus de puissance. Ouais. Pjanic, c'était plus en finesse. Moi, je l'ai vu à la Juve, à la Rome, du coup. Non, mais t'as raison. Mais quand Juni ne jouait pas ou quand Juni il tirait pas les coups francs, c'était lui qui était en charge des coups francs. L'élève et le maître. Et ouais, c'est clair. Non, mais Mireille, c'était un très bon joueur. D'ailleurs, on a vu les clubs qu'il a fait derrière, donc on va pas à la Juve ou à Barça comme ça. Mais c'est un joueur puisqu'il a arrêté sa carrière, il me semble. Non, il me semble qu'il a signé là à Moscou, au CSKA Moscou. Ouais. Ah bon, écoute. Hein. Il continue de jouer au haut niveau. Continue au niveau, mais ça a été un très bon joueur. Très bon joueur. Attends, là c'est qui là? Karim. Alors. Ça c'est vraiment un petit kiff que je me suis mis parce que c'est bien précis. Pourquoi à Milan? Parce qu'il a joué au Milan. Mais tout ce passage là, franchement c'était. Kevin Prince Boateng. Tottenham, formé. Lui là,
je pense qu'il n'a pas fait la carrière qu'il devait avoir. Parce que c'est un joueur exceptionnel. Il est très très fort. Très très fort, Kevin. Et c'est vrai que l'année où j'ai joué avec lui, ça a été une année magique, puisque d'ailleurs on a fait une finale de Cup. En demi-finale aussi, il marque, juste après moi, contre Tottenham, son ancien club. Mais c'était un fou. Et d'ailleurs, j'ai appelé un de mes enfants Prince aussi, Lenny Prince, en fonction de Kevin Prince. Donc ouais, très très bon. Après ici, j'arrive à Monaco, Yann Koller. C'est vrai, Yann Koller, 2,02 m, il faisait du 50 dans ses pieds là. Très bon. D'ailleurs, on se côtoie encore un petit peu. Il vit à Monaco. Yann Koller, un bon duo aussi, qui bougeait les défenses quand j'arrive à Monaco. Mais j'aurais peut-être pas mis lui devant avec moi. Ton ultime carte. Donc mon ultime carte, je mettrais là, il manque Pascal Fendono. Okay. Et là, il manque Jérémy Ménez. Ok. On hésitait. Et déjà, qui part à la Roma. Mais ce sont les deux joueurs que je pense qui manquent dans mon 11. Et sinon, tout le reste, ça te va? Sinon, tout le reste, ça me va. C'est bien. Même les petits kiffs Boateng, ça passe dans le 11? Oui, ça passe parce que si tu fais une équipe comme ça, je pense qu'on termine devant le PSG. Non, je rigole. Quand même pas. Voilà, en tout cas, je pense qu'il a plu. Ouais, c'était très bien. Petit, concept. Il y avait des choix difficiles. Quand on a une grande carrière. Des choix compliqués. Et tu as côtoyé quand même des légendes. Hein. Du coup, il y a beaucoup de légendes dans ce 11. Beaucoup de gros joueurs. Ça, c'est bien. Et du coup, l'interview touche à sa fin. Et moi, je vais te demander de faire ton ultime passe D de toute ta carrière. Ouais. C'est-à-dire, tu peux regarder la caméra et inviter un ancien joueur, entraîneur, président, ce que tu veux, pour une future interview pour le FD Extra Time. À toi de jouer. Waouh! Je pense que s'il y a un extra time à faire avec un joueur un peu atypique qui pourrait vous donner des anecdotes croustillantes, ça serait Eric Abidal. Pas mal. Bon, moi, je suis supporter du Barça. Ça me régalerait. J'aurais tellement de questions à lui poser. Voilà. On essaiera. Voilà, c'était ton ultime passe D. En tout cas, on va te remercier pour ce moment. J'espère que tu as kiffé. Ouais, non, c'était très très bien. On a essayé de faire un petit côté ludique, comme ça en plus, les réactions, elles étaient magiques sur toutes les photos. Ouais, bah écoute, on a des anecdotes. Hein. Bon, on va pas toutes les donner parce que sinon ça serait. Il faut laisser pour les autres interviews. Non, surtout pas. Il faut rien donner justement. Sinon ça va être repris. Non, c'était magnifique. T'as kiffé, Jordan? Ah ouais, génial, comme d'habitude. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, du coup, nous, on se retrouve pour un épisode 4. En tout cas, je voulais vous remercier pour l'épisode 1 et 2. Franchement, ils ont super bien marché. Sur ce, nous, on se dit à très vite. Ciao l'équipe. Ciao tout le monde. It's not a game, it's a